Tout Smart. Donc, le thème du jour. Aujourd'hui, en fait, on a décidé de discuter et de vous présenter en fait le phénomène low code, no code. Et je parle de phénomène, je pense que c'est à peu près à propos, puisque en fait, c'est une vraie révolution qui est en train d'arriver et qui est déjà arrivée notamment dans certains pays, notamment anglo-saxons. Aujourd'hui, en France, on en parle encore. Enfin, on en parle évidemment, mais peut-être pas avec toute la mesure et toute comment dire, la considération qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ces futurs ou ces technos qui nous permettent aujourd'hui d'accélérer largement les développements et surtout accélérer et simplifier toute la partie construction, on va dire, d'applicatifs pour les besoins, etc. Donc, on en a parlé notamment quand on s'est rencontré avec Luc, qui est le fondateur de TooSmart. Et donc, Luc, il va nous présenter justement exactement comment ça fonctionne, les distinctions entre le low-code et le no-code. On associe généralement les deux, mais il y a quand même des distinctions. C'est pas qu'une seule et même définition. Donc, on va revenir vraiment sur le contexte, les définitions. Et puis aussi, on a la chance donc d'avoir Bénédicte Pila qui en fait, a travaillé justement avec Luc sur des cas d'usage et qui va justement pouvoir nous donner ce retour et cette perception vis-à-vis de l'entreprise qui utilise, qui exploite au quotidien et dans ses processus voilà, des outils développés en low code, no code. Et encore, je ne sais pas si on peut utiliser le développer en low code, no code. Je ne sais pas si ça marche. Si, tu peux. Bref, donc je vous laisse la parole, Luc et Bénédicte, et encore un grand merci donc pour cette présentation à venir. Et on posera donc quelques questions à la fin. On compte, comme d'habitude, sur à peu près une dizaine de minutes à la fin pour pouvoir poser des questions. Et vous pouvez profiter de la conversation ou de l'onglet même questions-réponses du Teams pour pouvoir poser vos questions pendant la session. Luc, c'est à toi de jouer et Bénédicte, idem. Merci beaucoup. Bon, merci Pierre-Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Bénédicte, je te laisse commencer par te présenter, parce que nous fait plaisir de nous accompagner sur ce café webinaire. À toi l'honneur. Et je démarre. Donc Bénédicte Pila, moi je suis la coprésidente du groupe Auremastre. Auremastre, nous on est un groupe indépendant, multispécialiste en maintenance, bureau d'études, travaux neufs industriels, chaudronnerie tuyauterie et déménagement et transfert d'usines. Notre métier globalement, nous, c'est d'assembler nos expertises techniques dans tous ces métiers pour accompagner nos clients dans l'évolution de leur outil de production. En quelques chiffres, on existe depuis presque 40 ans maintenant, c'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 220 collaborateurs. On a 5 implantations en Rhône-Alpes et on a globalement visité une vingtaine de pays sur les 3 dernières années puisque nos activités, notamment de travaux ou de déménagement d'usines, nous emmènent un peu partout dans le monde aujourd'hui. Voilà. Alors, pourquoi je suis là ce matin? Donc, effectivement, c'est pas moi qui vais vous expliquer comment ça marche, le no-code. C'est lui qui va expliquer beaucoup mieux que moi. L'idée, c'était vraiment, je suis plutôt là à titre de grand témoin, entre guillemets, pour vous dire, d'un point de vue opérationnel, dans une structure comme la mienne, à savoir une grosse PME, qu'est-ce qu'on en a fait et qu'est-ce que ça nous a apporté. Voilà, parfait. Écoute, merci beaucoup de ton accompagnement ce matin. Donc en 2 mots sur TooSmart, nous, notre job, c'est justement d'appréhender les besoins, les usages des entreprises et des équipes métiers, puisque notre job, c'est de créer des applications pour les équipes métiers qui sont personnalisées et qui sont surtout connectées aux outils en place. Et après, on a choisi un modèle un peu innovant. On utilise les technos innovantes du no-code, low-code dont on va parler ce matin. On est orienté uniquement sur le côté process et l'usage. On fait que de la co-construction, d'où l'importance de la présence de Bénédicte ce matin. Et on a un business model qui est en pur abonnement, qui ne nécessite du coup aucun investissement, puisque tout est intégré dans l'abonnement directement. Ce matin, on a un créneau assez court, donc balayer pas mal de sujets. Premier, c'était redonner un petit peu le côté contexte global de pourquoi le no-code, low-code. Ça explique aussi pourquoi le no-code, low-code se développe rapidement. Tout ce qui est solutions et services disponibles. Évidemment, tout ce qui est bénéfices et points de vigilance. Et on finira par des cas d'usage, puisque c'est quand même le sujet qui parle le mieux, c'est de voir concrètement qu'est-ce qu'on en fait et comment ça marche. Donc c'est un petit peu l'ordre du jour de la demi-heure qui nous attend. Pour rentrer et continuer les quelques chiffres sur les 53 ans de la DIRA et sur les autres que Bénédicte avait listés, aujourd'hui, les tendances du marché de façon assez simple.
si j'arrive à vous dérouler, c'est que l'informatique et tout le côté transformation digitale à peu près dans toutes les bouches depuis maintenant quelques décennies, et que le Covid qu'on a connu l'a évidemment largement accéléré. Mais par contre, nous on attache une grosse importance au fait de dissocier informatiser et digitaliser. C'est-à-dire que tout est devenu digital. On a beaucoup de millefeuilles d'outils dans les boîtes où il y a beaucoup d'informatique, mais c'est pas digitalisé. C'est-à-dire que ça correspond pas pile poil en double pot, en quelque sorte, au savoir-faire des entreprises. Et en quelques chiffres qui vont expliquer l'essor de ces nouvelles technos, parce que c'est une nouvelle techno, il y a 0,3% de la population mondiale qui savent coder aujourd'hui. On a à peu près augmenté le besoin en développeurs de 60% sur les 10 dernières années. Rien que les 10 dernières années, sachant qu'il y avait déjà eu un énorme boom avant. Mais bon, le métier était déjà établi il y a 10 ans. Et selon Gartner, une stat qui est rabâchée un peu en boucle, c'est 500 millions d'applis qui vont être créés d'ici 3 ans, avec 70% qui utiliseront le no-code, low-code. Donc ça, c'est des points un petit peu impactants. Et en 2 ans seulement, ce marché du no-code a bondi de plus de 65%, alors qu'il avait bondi que de 30% l'année d'avant. Donc on voit qu'il y a vraiment une augmentation, une explosion sur ces technos, d'où l'importance d'en parler ce matin ensemble. Le point qui a accéléré aussi l'appétence, c'est la capacité des technos à répondre aux problématiques. Et ces technos, elles ont été largement picousées, puisqu'on compte des levées de fonds dans tous les sens. On en est à peu près à plus de 20 milliards dans le monde sur ces technos. Donc forcément, avec ces mannes financières, ça libère quand même pas mal d'espace et pas mal de capacités de développement. Donc voilà, en 2 mots, je pense que tout le monde est un peu au courant du concept du no-code, low-code. En 2 mots, le principe, c'est d'arriver à automatiser un processus ou créer des applications dédiées sans taper de ligne de code. C'est-à-dire qu'on va s'affranchir de toute la complexité d'un système de programmation en utilisant des outils un peu des modèles graphiques qui vont nous permettre de développer et donc de coder. Pierre-Antoine, comme on le disait il y a un instant, on parle bien de codage. Et pour finir juste sur le côté stats, si le marché mondial est en explosion sur ces technos, c'est qu'il y a plusieurs raisons. C'est que les progrès informatiques ont permis de rendre plus accessible la programmation. C'est-à-dire que sur le papier, tout le monde, en tout cas beaucoup plus de personnes, ont accès à ces développements de micro-applications. On ne parle pas d'envoyer une navette sur la Lune, ni de faire rouler les voitures en autonome, ni de faire des développements ultra spécifiques qui nécessiteront toujours le côté ingénieur, développeur et compagnie. Par contre, ces technos-là permettent de répondre à toute la problématique métier qui, pour le coup, ne nécessite pas le même niveau de compétence. On a accessoirement, et je pense que tous les participants sont concernés par le sujet, un marché du travail légèrement tendu, avec une je confirme. difficulté à recruter. Alors déjà, on a du mal à recruter, mais en plus, les salaires ne font qu'exploser. Donc, je pense que tu nous en parleras aussi tout à l'heure, Bénédicte. Et du coup, ces technos qui offrent du coup une ouverture plus large permettent d'avoir un essor beaucoup plus important. Et ce qui fait que on parle souvent d'une collision de 2 mondes. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui maintenant l'ensemble de l'entreprise qui est intéressée en capacité de comprendre le process et du coup d'y participer. Et l'équipe informatique qui, pour le coup, s'est inscrit dans l'intégralité des enjeux business de l'entreprise. Donc on a vraiment tout le monde sur le même plan pour intervenir sur ces sujets. Et du coup, sur le côté ressources, si tu voulais en dire un mot. Sur la effectivement, c'est que alors, moi, là, tu donnes tout un tas de stats qui sont vraiment liés au marché informatique, hein, au sens large, et du digital. Pour donner, et côté PME, on a les mêmes difficultés, c'est-à-dire que au niveau de nos organisations, nous, on a des problématiques pour trouver réellement toutes les ressources utiles sur la partie métier, en fonction des métiers de l'entreprise. Hein, donc, nous, on est une entreprise de terrain, hein, donc on va du chantier jusqu'au bureau. Et typiquement aussi, se pose la question. Donc, nous, aujourd'hui, on ne maîtrise pas, typiquement en PME, nous, ces outils informatiques, et notamment ces nouveaux outils digitaux qui arrivent sur le marché. Moi, j'ai eu un DSI par le passé, j'en ai plus aujourd'hui, parce que suite à son départ en retraite, on a décidé de ne pas remplacer cette fonction.
La DSI est assurée par notre DAF en partie. Donc, d'où l'intérêt d'avoir aussi des prestataires qui aujourd'hui sont en capacité à nous accompagner sur ces sujets. Et effectivement, aujourd'hui, on s'est rendu compte que avec toutes les quand nous on a mis en place notre ERP chez Orem il y a quelques années maintenant, on a totalement éloigné la fonction, en plus le métier de ce projet. On a fonctionné très en interne, etc. Et c'est vraiment la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui avec réellement nous on a plein d'outils qui se sont accumulés en termes d'outils Excel parallèles, puisqu'à partir du moment où nous n'avait pas mis les fonctions métiers dans l'organisation du projet, on s'est tout simplement, tout le monde, pour pallier au manque de ressources dans ces unités, dans ces services, tout le monde a développé plein d'outils supplémentaires pour pallier à tous les manquements du système central, entre guillemets, imposé par la direction ou par les cadres sup. Et après, tu as aujourd'hui, si on prend l'angle RH pur, sur les dernières années, en fait, on a collectivement eu quand même des changements qui sont majeurs. C'est-à-dire qu'on a tous un smartphone dans les mains ou dans la poche. En tout cas, il est jamais très très loin. Ce qui fait qu'on s'est tous digitalisé énormément. Du coup, comme on est digital jusqu'au bout des ongles, on a des besoins quotidiens autour du digital. Et ce qui fait que les DSI, à un moment donné, elles peuvent pas répondre à tous les besoins, toutes les demandes. Donc, il y a une explosion des demandes. À un moment donné, les DSI peuvent pas exploser en nombre d'effectifs. Donc, il y a aussi besoin de prioriser. On a eu une évolution dans le management où on a ouvert beaucoup plus et travaillé beaucoup plus en collectif. Et les outils qui ont ouvert leur capacité à répondre aux problématiques plus larges ont permis justement d'intégrer les métiers dont tu parles dans le développement des outils. Parce que le fait que le métier soit intégré dans le projet, c'est devenu indispensable. Et après, on a une problématique RH aussi, dont on a parlé en introduction, c'est le manque de compétences techniques de développeurs et la tendance un petit peu diva de certains qui font que c'est complexe d'honorer et d'avoir en interne les compétences techniques pour pouvoir développer à proprement parler. Je fais juste un petit éclairage d'entreprise là-dessus, mais si je fais le parallèle, aujourd'hui, sur tous nos métiers, on a les mêmes difficultés, on a des difficultés de recrutement, ça c'est général en France. Aujourd'hui, tout le monde cherche tout le monde et personne ne les trouve. Avec aussi, nous, on a constaté une accélération de tout ce qui était le turnover. On a une accélération aussi des attentes des collaborateurs, d'avoir des outils qui soient performants, qui soient sexy. Si on raisonne marque employeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des candidats qui nous interrogent aujourd'hui sur les outils en place pour les accompagner dans leur métier. Des questions qu'on n'avait pas avant. Il y a 20 ans, on nous interrogeait sur les avantages du CSE. Aujourd'hui, il y a peut-être les avantages du CSE, mais il y a aussi les outils digitaux à dispo. Et ça, c'est une vraie tendance, une vraie nouvelle tendance qui vraiment, je trouve, et le digital, moi, je fais le parallèle, parce que chez nous, le digital était quasiment pas utilisé. Donc, tous nos salariés, nous, on avait certainement des smartphones à la maison. Et nous, on était, il y a encore... et aujourd'hui, quel que soit l'âge, nous on a une moyenne d'âge chez nous qui est de 45 ans à peu près. Quand on interroge sur les entretiens d'évaluation annuelle, les collaborateurs, même chantier, terrain, c'est des questions très techniques. Tout le monde aujourd'hui est en demande d'outils digitaux pour simplifier. Et ça, c'est vraiment une tendance nouvelle, quoi. Nous, on est quand même sur des métiers très, très manuels, très techniques. On n'est pas l'industrie 4.0, quoi. Mais ça, on s'en rend compte justement sur l'explosion de la demande, quels que soient les métiers des entreprises. Et sur la partie, je te lance sur ce sujet-là, mais effectivement, et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, nous sur la partie ERP, on s'est retrouvé effectivement à vouloir à un moment donné mettre en place des outils informatiques ou plus que digitaux finalement peut-être d'ailleurs, si je reprends ta définition d'intro, où on a voulu absolument essayer. On s'est dit qui était très sexy puisque avec des fonctionnalités très larges. Mais aujourd'hui, nous, typiquement, on a un ERP, on utilise à peu près 50% des fonctions à l'intérieur, c'est le bout du monde. Donc, finalement, de vouloir faire quelque chose à peu près... Et nous, en plus, on a poussé le bout-souchon à vouloir absolument d'un outil générique, comme ça ne faisait pas 100% de satisfait, on a voulu faire du sur-mesure dessus. Dans l'escalade de l'engagement, ce qui peut arriver sur ces projets, on a été assez magique. Ouais, même ça, c'est souvent. Pour le coup, le principe de l'outil générique...
qu'ils soient spécialisés ou non d'ailleurs, ce qui est grisant, c'est la liste des fonctionnalités, on se dit oh, on pourra faire tout ça, et puis au final on utilise majoritairement quelques pourcents, alors tu es sur un gros pourcentage, parfois on est à 5-8% max qui sont utilisés les fonctionnalités, ce qui fait qu'on a le sac à dos pour faire le Mont Blanc mais on fait le tour du lac avec, donc ça provoque aussi d'autres contraintes. Et ces outils génériques ils sont faits pour répondre à une problématique générale, mais ils sont faits pour répondre à aucune problématique spécifique. Donc ça, c'est... Tu as raison, je me permets de t'interrompre, tu as raison sur le pourcentage, c'est qu'aujourd'hui, on n'utilise que 50% des fonctionnalités qu'on a souhaitées. Oui, en plus. Je ne parle pas effectivement de toutes les fonctionnalités théoriques de l'ERP d'origine. Ah oui, oui. Donc en plus. C'est-à-dire que dans la manière dont on a déployé le projet, les limites, à un moment donné aussi de l'outil, quand même, on n'utilise que 50% de ce qu'on a demandé au départ. En plus. Donc voilà, donc on en revient un petit peu sur... Je crois que vous n'êtes pas la seule dans l'auditeur. Oui, j'ai vu, j'imagine. Si on fait un point sur le côté low-code, no-code, parce que c'était quand même le but ce matin, pour donner un petit peu des noms de plateformes qui parleront a priori à tout le monde, ce qu'il faut bien intégrer, ce que disait Pierre-Antoine au départ, c'est que, bon, comme toute nouvelle techno, moi j'ai connu les arrivées de PHP et d'autres, où à chaque fois c'est Vaderetra Satanas, on n'en veut pas parce que mon Dieu les autres sont mieux, parce que c'est du langage objet, parce que c'est toutes les bonnes raisons du monde. Puis au final le PHP aujourd'hui c'est un standard et ça a même des déclinaisons Symfony et compagnie. On vivra exactement la même chose avec le no-code d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, puisque de par le besoin et de par la réponse et la problématique, nous on a des ingés qui sont vraiment scotchés sur les capacités. On faisait encore un entretien cette semaine d'intégration où la personne dit putain, en fait je pensais pas qu'on pouvait faire tout ça avec, et c'est vraiment canon. Donc il y a aussi un blocage humain très français de résistance au changement, de dire non je veux pas y aller parce que les autres sont mieux, et puis au final quand on est dedans on se rend compte que on fait plein de choses, on n'en est plus au besoin de répondre à des POC, juste faire la preuve du concept entre guillemets. On est réellement sur de l'applicatif qui est durable. Aujourd'hui les technos elles ont entre 10-12 ans en historique. Si je vous cite Airtable qui est un tableur d'une puissance de feu diabolique, il est créé en 2012, donc il est lui ultra puissant et largement avéré. Tout ce qui est outils d'automatisation, Zapier est le plus connu et le plus populaire. Nous on est Plusmake qui est anciennement Integromat, parce qu'il est beaucoup plus puissant et permet de faire beaucoup de choses en termes de conditionnel et compagnie. Tout ce qui est Zoho, Creator, c'est 20 000 développeurs dans le monde. Pareil, je crois que ça a une quinzaine d'années. Bubble, Notion ou Coda, qui sont des plateformes de gestion de travail collaboratif qui vont combiner à la fois du bloc-notes, à la fois donc de tout ce qui est documents, tout ce qui est feuilles de calcul, et dans une puissance dingue parce qu'on peut tout automatiser dedans. On a toutes les GAFAM qui évidemment ont migré en no-code. Aujourd'hui, Microsoft pousse du Power Apps de partout et toute sa plateforme a migré en no-code. Tout ce qui est Google de la même façon, et toutes les GAFAM sont concernées par la tendance. Pour une raison aussi, c'est qu'ils n'arrivent pas à recruter, hein, donc ils ont les mêmes problématiques que vous tous. Miro, qui est un outil collaboratif très puissant qui a une 12aine d'années. Figma pour les prototypes et modèles de maquette. Vision, qui est une techno française spécialisée sur l'industrie en l'occurrence, avec lequel on développe beaucoup de plateformes et de process. On vous en citera des exemples tout à l'heure. Donc tout ça, je vous cite beaucoup de noms, mais c'est pour vous montrer que on a l'impression que c'est nouveau, mais en fait ça l'est pas du tout. Ça a en France, au global mondial, plus d'une 12aine d'années, et en France déjà au moins 4 ans, avec des gros cas d'école. Nous aujourd'hui on déploie des plateformes pour des grands logisticiens ou des grands transporteurs qui commencent par un S, qui du coup utilisent, en fait on agrège toutes les données que vous avez dans les gares de façon à pouvoir traiter la donnée. Donc tous ces outils no-code vont beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus efficiente que de partir de zéro à chaque fois. Le principe c'est que ces technos sont développés avec l'avènement de tout ce qui est SaaS, donc tout ce qui est le côté cloud et la fibre de partout. Et un chiffre très impactant qui parlera à tout le monde, c'est qu'on va globalement 3-4 fois plus vite. Et donc globalement, on économise 2 à 3 fois le budget. Entre les deux, il y a les licences. Donc très clairement, il y a un intérêt intellectuel de parfaire ce qui existe 15 fois, un intérêt d'aller beaucoup plus vite, mais un intérêt économique aussi
qui est plutôt assez sympatoche pour l'ensemble des budgets des SI. Et surtout, un point aussi qu'on aborde peu, c'est que tout ce qui est dette technique et maintenance, en fait, la pérennité repose à la fois sur le développement qui a été fait, mais à la fois sur la plateforme qui est derrière. Ce qui fait que chaque éditeur fait la maintenance de son outil. Donc, ça permet de réduire beaucoup aussi ce sujet-là en termes de maintenabilité, de pérennité des plateformes. Donc, ça, c'est un point qui est super important qu'on occulte souvent. Et pour vous faire une différenciation sur le côté low-code, no-code, les deux sont complémentaires en fait. C'est une nouvelle façon de créer des applications. La différence entre les deux, c'est une question de prise en main. C'est-à-dire que sur le papier, tout le monde pourra faire du no-code, alors que plateforme low-code, il va falloir quand même quelques connaissances en programmation et en développement. Donc c'est le principe. Après, sur le no-code, pour être très simple, moi je peux faire toutes les applications du monde. Sauf que je passerai 3 semaines quand l'équipe de dev passera 2 heures. Donc, il y a peut-être un problème d'habitude et d'expertise là-dessus. Évidemment, tout ce qui est ingénieur, développeur iront beaucoup, beaucoup plus vite que celui qui n'est pas du tout du métier. Mais en tout cas, on peut plus facilement le maintenir, plus facilement le mettre à jour et plus facilement l'être autonome. C'est-à-dire que ce qu'on ne pouvait pas faire avec du développement spécifique, aujourd'hui, on peut faire développer une plateforme en no-code et réintégrer dans la DSI. C'est-à-dire que nous, ça nous arrive pour le coup de créer des applications et les réinternaliser dans les DSI des entreprises. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec Vision par exemple, qui marche très très bien et qui permet de pouvoir combiner le meilleur de deux mondes. Donc voilà, ça c'est les points importants. Le gros point surtout sur ces développements, et quand je parle de digitalisation en double pot, c'est le fait de venir coller aux usages internes et à l'organisation de l'entreprise et pas à changer ses habitudes pour coller dans un outil. Ça, c'est important de s'adapter à chaque activité et de coller en fait aux spécificités de l'entreprise qui accessoirement font sa force et sa différenciation sur le marché. Donc ça, c'est vraiment un point clé impactant. Et le dernier sujet qu'on vous listait, que j'ai zappé d'aborder, c'est l'intégration des autres outils. C'est qu'avec ces technos, on a aussi une grosse capacité à connecter via les API, à transformer l'hétérogénéité de formats de données pour les réimporter de façon homogène et arriver à avoir un connecteur et une passerelle beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que ce qu'on peut faire en full dev. Donc voilà, pour le côté service disponible et vous donner du concret sur ces technos et vous prouver que il y a beaucoup aujourd'hui d'applications qui tournent durablement sur ces technos low-code, no-code. Pour rentrer côté bénéfice aussi, si tu veux toi, Bénédicte, dire un petit peu le bénéfice que vous en avez eu chez Orem par rapport à ce déploiement. Je vais aller vraiment sur l'essence du bénéfice, puisque j'aurai l'occasion tout à l'heure de rentrer un petit peu plus dans le détail du projet. Vraiment, l'intérêt vraiment que j'ai vu moi, alors, nous on démarrait constat post-Covid, nous on a vraiment pris conscience de notre retard en fait en matière digitale, comme beaucoup d'entreprises, et surtout des besoins. Et on s'est dit que vu le chantier qu'on avait devant nous, on s'est surtout dit que c'était intéressant de démarrer avec finalement des applications et en no-code pour deux raisons. Là, il y a la rapidité de déploiement de projet, mais ça j'imagine que tu en parleras après Luc. Il y a la question aussi que pour le coup, c'est les acteurs métiers qui sont finalement à la tête, qui pilotent qui sont au centre du projet, du pilotage du projet. Donc c'est plus la direction, c'est plus éventuellement dans la DSI s'il y en a un, parce que nous on en a plus chez nous, mais pour le coup sans DSI, c'est aussi des outils qu'on a pu forcément développer sans difficulté. Et puis il y avait un vrai intérêt qui est de démarrer aussi finalement une transformation digitale dans une entreprise par des outils simples qui sont directement finalement au niveau du terrain et des opérationnels. Donc qui sont finalement ceux qui vivent l'entreprise, qui font l'entreprise tous les jours et qui la mettent en mouvement en permanence. Et c'est ce que moi je trouve vraiment le bénéfice principal, c'est qu'on se dit que grâce à ça, nous, on a attaqué le virage du digital par finalement tous ceux qui sont. Donc aujourd'hui, on a digitalisé finalement nos équipes, donc ils ont tous effectivement à la main maintenant un smartphone avec une application ORM dans laquelle on sait maintenant qu'on peut aller rajouter, que ce soit un nouvel applicatif, peu importe, des fonctionnalités dans l'appli. Et aujourd'hui, ça on en parlera tout à l'heure, mais il y a vraiment ça, le fait de remettre vraiment le métier au centre du projet, donc décharger les services support ou les services de direction qui normalement habituellement les pilotent.
et puis les gains de temps et le déploiement du projet qui s'est fait en… Ça pour le coup, en fait, ce que pour redire différemment, c'est côté favoriser l'innovation aussi en interne. Ça, c'est un point qui est important. Ouais. C'est-à-dire que le but de ces technos, ça permet au DSI de pouvoir apporter des solutions et de l'efficience au métier et de supprimer le goulot d'étranglement qui est contraignant pour tout le monde, surtout pour eux d'ailleurs, parce que c'est des surcharges lourdes. Parce que quand on a des gens qui attendent derrière, on provoque aussi des risques. On parle de shadow IT, mais c'est un point réel. C'est-à-dire que de mettre en place une plateforme no-code, ça permet entre guillemets de faire patienter aussi les métiers et du coup de se concentrer que sur les choses qui doivent se déployer à l'intégralité de l'entreprise. Et ça permet en fait quelque part de créer un jardin en fait dans lequel les métiers peuvent se déployer, peuvent continuer de bosser indépendamment et ça sécurise beaucoup le DSI de façon en termes de sécurité et d'organisation, de dire ok, ils sont là, ils sont en train de travailler dans cette application, donc au moins je connais, j'ai pu cadrer le terrain de jeu. Donc ça c'est vachement important. Et tu augmentes quand même aussi le ratio, quoi, la satisfaction au bout, quand même, quoi, le taux de satisfaction. À partir du moment où tu mets l'utilisateur au centre du sujet, ce qu'on a tendance parfois à oublier sur des gros déploiements d'outils digitaux ou informatiques, c'est quand même non négligeable, quoi. Puis surtout, en fait, dans le côté métier, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on se rend compte que bizarrement, ils deviennent vachement plus objectifs sur les demandes. Parce que comme c'est eux qui peuvent le faire, ils se rendent compte aussi de l'enjeu. C'est-à-dire que la méthode, ce qu'on appelle nous le T-cube, c'est le tout le temps, tout de suite. Quand ils le demandent au SI, là, bizarrement, quand eux, ils ont la main, ils disent oui, mais en fait, aussi, ils gagnent en… je veux dire, l'intelligence, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, en pertinence de demande. Et c'est beaucoup plus réaliste. Donc, c'est assez rigolo. Mais ça, je te le confie. Ça, vraiment, je le valide 2 fois. Et avec moi, ce que j'ai aussi vu en déploiement de projet, c'est que les utilisateurs, que nous sommes notamment sur les équipes testeurs quand on était les premiers à tester les applicatifs, on a eu des retours positifs. C'est-à-dire que d'habitude, quand on déploie un projet en entreprise, mais c'est pas uniquement informatique, moi, ça fait 20 ans que je déploie des projets, etc. On a toujours oui, mais, ouais, c'est bien, mais, voilà. Là, on avait d'abord, on avait, ça, c'est super, ça, c'est génial, ça, c'est top. Ah, ça, et ça, on pourrait avoir le cran du dessus ou pas, mais on avait vraiment le point, toute la liste des points des points plus, quoi. Ça, on a pu le faire parce qu'ils ont participé au projet. Oui, complètement. Parce que du coup, en fait, ces technos permettent d'être facilement modifiables, pendant que tu parlais aussi, et d'augmenter la productivité, parce que comme on peut créer un rythme beaucoup plus important, ça veut dire qu'on soulage le côté SI d'un côté, et puis on répond aussi plus vite au métier. Donc ça permet de réduire les coûts, parce qu'on a aussi moins de latence dans les projets, et plus d'agilité. Donc ça, c'est des points qui sont vraiment impactants sur les bénéfices de ces technos. Côté délai, on a parlé tout à l'heure. Le côté Shadow IT, je voulais lister aussi. En termes d'usage pour les entreprises, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces technos s'adaptent très très bien à quasiment à toutes les tailles de l'entreprise. Puisque tout ce qui est PME, ETI, tu citais le cas de REM, grandissait largement de l'un vers l'autre. L'appropriation en interne est vachement pertinente et ça permet de pouvoir s'appuyer, travailler en partenariat là avec TooSmart pour le coup, mais demain de pouvoir récupérer la compétence en interne. Dans les grands groupes, on a aussi des besoins là-dessus puisque on les accompagne pas mal. Ils ont des problématiques. Alors, quand je dis grand groupe, c'est pas que le CAC 40, c'est déjà des boîtes de 800, 1000, 2000 personnes. Il y a quand même des grosses problématiques qui permettent d'être honorées par ce côté terrain de jeu dont je parlais tout à l'heure et de libérer de l'espace dans les plannings des DSI. Et du coup, ces technos permettent vraiment de s'adapter très très bien à peu près à tous les contextes. Donc ça, c'est aussi un des points clés. C'est que comme l'appropriation est rapide, ça permet de pouvoir de s'adapter beaucoup mieux. Mais ce que je te propose, c'est, parce que je vois le temps qui passe aussi, et il faudrait pas qu'on se fasse tirer l'oreille, de rentrer direct sur ce qu'on a fait pour OREM, sur la certification MAS. Oui, complètement. Donc nous, on est certifié MAS depuis 2004. Le MAS, c'est quoi? C'est un référentiel. MAS, c'est le nom exact, c'est Manuel d'amélioration de la sécurité des entreprises. C'est un truc qui a émergé, un référentiel qualité-sécurité qui a émergé après les accidents d'AZF à Toulouse, l'explosion sur les sites chimiques. Voilà. Et donc, toute l'industrie chimique de France s'est mutualisée pour créer un référentiel pour éviter que les prestataires extérieurs qui interviennent sur leur site puissent créer des dangers. Voilà.
Donc, c'est vraiment le référentiel MAS, c'est un référentiel hyper opérationnel. Si je fais le versus avec, par exemple, des référentiels ISO, que je ne critique pas, mais qui sont plutôt très documentaires, très procédures écrites, le référentiel MAS vise vraiment à l'amélioration des conditions d'intervention et donc des conditions de travail, des conditions de sécurité de l'ensemble des intervenants de l'entreprise, de nos salariés, nos intérimaires, jusqu'à nos sous-traitants qui peuvent co-intervenir avec nous sur site. Dans le cadre de ce référentiel, forcément, on a l'obligation de mesurer et de tenir des indicateurs opérationnels de comment est-ce qu'on anime et comment est-ce qu'on gère la sécurité sur nos chantiers. Et donc, notamment, il y a tout un volet d'animation de la sécurité qui est hyper important pour renouveler tous les 3 ans notre certification MAS, donc de démontrer ce qu'on a pu faire. Donc, on a nos équipes terrain, encadrant chantier, du chef d'équipe jusqu'au chargé d'affaires, font des causeries, des audits, etc., etc. Ils sont censés, grâce à ça, faire de la remontée d'informations, de dysfonctionnement qu'après on prend dans le système pour faire de l'amélioration continue, assez classique. On analyse, on met en place des plans d'action, et on avance comme ça. Aujourd'hui, donc nous, ce qu'on a fait via une application, donc no code, sur laquelle effectivement Luc et son équipe de ToSmart nous ont accompagnés. On a développé donc une petite application. Je dis petite parce que petite qui deviendra grande, parce qu'on a déjà ajouté pas mal de fonctionnalités dedans. Et quand je dis petite, parce qu'au départ, ça semblait effectivement être un peu monosujet, puisqu'on était très axé sécurité, pour dématérialiser tous ces formulaires de causerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le terrain, nous, pour vous simuler, on a un encadrant chantier qui va animer un quart d'heure sécurité, qui a sa fiche papier A4. Donc voilà, et il va lire son petit texte, etc., animer sa causerie, faire signer à tous les participants pour qu'on ait la trace de ce qu'on fait en termes de formation pour nos équipes. Ce formulaire, il était ensuite, il revenait tant bien que mal à l'agence. Il était visé par le responsable de centre pour qu'il y ait un petit gris-gris dessus. Voilà. Ensuite, quand notre responsable QHSE passait sur le site, on a 5 agences sur la région, elle récupérait le formulaire et elle le saisissait globalement dans un outil. Donc, c'est environ 1000 formulaires par an, fiches de progrès, audits, causeries, qui faisaient tout ce petit circuit-là, voilà, pour faire simple. C'est environ, c'était 8 fichiers Excel, parce qu'on saisissait les données dans différents endroits, et c'était environ 5000 saisies unitaires, à peu près, dans des lignes ou dans des cases. Voilà. Elle y passait à peu près 4 jours en traitement complet. On était facilement à 4 jours par mois. Le temps sans parler des relances pour récupérer les papiers, voilà, ou les papiers perdus qu'il fallait éventuellement refaire, etc., etc. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on a un système, ils ont une application sur smartphone qui leur permet aujourd'hui, ils animent la causerie en live, les collaborateurs signent en automatique dessus, et en automatique la causerie remonte dans la boîte mail du responsable d'agence, de la responsable QHSE. Et s'il y a une situation dangereuse identifiée, ça arrive même dans ma boîte mail à moi. Voilà. Donc on a simplement éradiqué tout ça, en fait, voilà, et c'est en instantané sur effectivement toutes les thématiques que vous avez évoquées. Grâce à ça aussi, effectivement, ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté de l'instantanéité des sujets. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un salarié qui identifie une situation dangereuse ou qui a une voie de progrès à nous signaler, il le fait via son smartphone, en automatique, et ça arrive effectivement dans les boîtes mail des gens qui étaient censés récupérer ces informations pour pouvoir les traiter. Une situation dangereuse, quand on la traite, quand le temps de faire le petit circuit avec sa voiture, des fois une situation dangereuse était identifiée par la responsable QHSE 60 jours, 30 jours plus tard. Quand on la traite, elle a un peu moins d'impact forcément parce que le gars se souvient plus trop pourquoi est-ce qu'il d'ailleurs c'était dangereux. Ou exactement pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, parce que dans l'intervalle, il a été sur 5 autres chantiers différents. Voilà. Ce qu'on a aussi vu, nous, en bénéfice là-dessus, ce qui est assez génial, c'est le fait qu'on a bien évidemment plus de remontées terrain. Parce qu'avant, aller chercher un papier au secrétariat de l'agence quand on était loin de l'agence, on l'avait perdu dans son camion de chantier. Aujourd'hui, on a à peu près 20% de remontées terrain en plus. C'est-à-dire, donc vraiment, et qui sont des remontées terrain pertinentes, parce que les salariés peuvent, via l'appli, prendre en direct une petite photo de la situation. Et donc, ils ne sont pas obligés de mettre beaucoup de blabla, en fait. Ils mettent 3 mots, problème d'échelle, pouf, ou d'échafaudage, ils prennent la photo et ils envoient en direct. Après, charge à nous éventuellement de compléter et le libeller, mais au moins, on a l'information qui remonte tout de suite. Et puis, pour faire la transition, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où on est parti vraiment sur le besoin du MAS au départ, et grâce à Luc et son équipe, on a repris un peu de hauteur sur tous nos process, donc avec une méthodologie un peu tu en parleras peut-être d'ailleurs après, mais de process thinking, et pour aller dire, aujourd'hui, certainement des petits processus comme ça qui étaient très chronophages, on doit en avoir en fait, des dizaines chez nous en interne. Et quand on voit la facilité de développement, et comme on avait une application dans laquelle il y avait déjà tous les collaborateurs de REM, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait facilement, sans lourdeur supplémentaire, dématérialiser.
Et donc, pour le coup, nous, on gère des heures, des bons d'heures, donc sur tout un tas de process RH. Et pareil, des bons d'heures qui sont collectés par mail ou papier pour certains collaborateurs. Parce que nous, tous les mois, on reconstitue de la paye, on reconstitue des heures effectuées pour pouvoir réaliser le bulletin de salaire du collaborateur et lui attribuer ses déplacements, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième phase. Donc aujourd'hui, dans notre application qui s'appelle Toi, donc c'est Smart et Orem, et Oremast. Aujourd'hui, on a le module QHSE et on a le module RH, mais qui va pour le coup, on a prévu d'y intégrer la dématérialisation des demandes de congés, des demandes d'acompte, tout ce qu'aujourd'hui qui était fait par les assistantes en saisie, et avec ce qu'on n'y avait pas dans la V1, qui est pour le coup, maintenant ça communique avec notre ERP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs saisissent ces temps et en automatique, ça passe dans le RP. Donc aujourd'hui, on n'a plus du tout. Alors là, on n'a pas chiffré encore, on n'est pas à 4000 saisies par an qu'on évite. Là, je pense que là, il va y avoir au moins, je sais pas, 8 zéros. 8 zéros dans le chiffre, un minimum. Tout le côté digitalisation. On fera le calcul parce que c'est quand même bien aussi d'identifier le bénéfice en termes de gain de temps, puisque aujourd'hui, quelqu'un qui saisit, c'est forcément du temps. Et je fais le lien sur la partie aussi bénéfice de tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est que ça permet réellement de remettre aussi les acteurs sur des tâches à valeur ajoutée. Aujourd'hui, notre responsable QHSE, aujourd'hui, elle fait de l'analyse de données. C'est plus une assistante de saisie. Ouais. Et on a la récupéré 4 jours par mois pour faire de l'amélioration continue, de l'analyse d'événements et d'incidents. Voilà. Ça, c'est assez magique. Pour rebondir dans le chat, Stéphane qui demandait aussi comment garantir certaine urbanisation par rapport à multiplication des applis. Alors ça dépend en effet comment c'est honoré. Slimane parlait de la SNCF sur le process en fait qui est en place. Ce dont parlait Bénédicte tout à l'heure, c'est on a nous créé un process thinking smart qui permet en fait de créer le schéma, la cartographie des systèmes ou le process d'une fonction spécifique. Et dans le cas, pour le coup, des multi-applications, il suffit, entre guillemets, de créer cette cartographie et à chaque fois qu'il y a une nouvelle appli, de venir l'intégrer pour voir que, il n'y a pas de doublons, deux, elles sont bien interconnectées et voir s'il n'y a pas de trou dans la raquette par rapport à ces sujets. Merci beaucoup pour ce témoignage. On avait aussi d'autres sujets. Et puis, ouais, vas-y. Je fais un micro sur la question, l'intérêt de la cartographie aussi, c'est aussi des fois nous, ça nous a permis de revaloriser notre RP. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses où on s'est dit, finalement, nous, on était presque à se demander s'il ne fallait pas qu'on change d'outil dans notre réflexion de mutation digitale. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Je crois que tu l'as dit à un moment donné, mais tout ça est quand même complémentaire. Tous les outils existants sur le marché sont à un moment donné un peu quand même complémentaires. Et aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est ça. Quand on reprend de la hauteur, on se dit, tiens, ce processus-là, on ne l'avait pas identifié comme étant potentiellement automatisable, voilà, ou pour gagner du temps. Et en même temps, on arrive aussi à revaloriser, à redonner de la valeur à des outils internes, peut-être déjà existants. Ouais, ça fait exactement le lien du coup avec l'exemple d'après sur le côté maintenance. La process maintenance. Ouais, ou le côté process maintenance. Là, c'est le cas d'une belle PME aussi qui, pour le coup, a une GMAO. Évidemment, la GMAO, une fois en place, elle répond pas toujours pile poil, il manque toujours quelque chose. Et au final, elle était très peu utilisée parce qu'elle n'était pas accessible et ergonomique. Un des points dont tu as cité tout à l'heure, c'est que le no-code nous permet facilement de réintégrer en fait dans le process de l'entreprise tous les frontliners, tous les collaborateurs qui sont sur le terrain, qui n'ont pas d'ordinateur et qui du coup sortent du process de la boîte. Là, pour le coup, avec ces applications, ça nous permet de les relier dans les process de l'entreprise. Et ça, c'est vachement important. Du coup, le cas là sur le côté GMAO, elle était peu utilisée donc pour les problèmes ergo dont je parlais. Et là, on est vraiment dans le côté industrialisation sur. Alors là, il y a plusieurs sujets. Celui-là, c'est sur le forage. On avait d'autres sur le côté pharmaceutique pour développement de principes actifs avec 6 grosses usines en Europe où en fait on a mis des codes barres sur l'ensemble des machines de l'usine de production. Et à chaque fois qu'il y a une problématique, du coup, ils peuvent juste scanner le flashcode, ça leur ouvre directement la machine et ils ont là la possibilité de la consigner, de déclarer un incident, de voir la documentation, d'accéder à différents sujets, puisque derrière, la puissance de l'appli qu'on a créée permet en fait de se connecter d'un côté à SAP, de l'autre côté à la GMAO, et d'avoir du coup une congruence en fait des informations. C'est-à-dire qu'on interconnecte les sujets entre eux de façon à pouvoir converger la donnée sur les différents sujets. Donc on enlève un peu, là sur l'exemple que vous avez à l'écran, c'était
petit peu le même cas que pour OREM, où il y avait du tout papier pour les interventions, avec de la double saisie, avec les validations, avec tout ce qui est relevé de données. Là, avec l'application, on peut directement faire les relevés, prendre des photos, arriver directement à faire des modifications de données si nécessaire. Donc voilà, c'est les points importants. Bon, après, il y a beaucoup d'autres cas qui peuvent être abordés, mais le timing est un peu compté. Donc, on aura l'occasion d'en discuter avec chacun. Il y a un point, il y a peut-être un point quand même qui semble, moi, il me semble important à préciser, qui est aussi ce qu'on a parlé de la convergence des données, on va récupérer les données et les faire converger entre elles, et après, il y a l'exploitation des données, en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, nous, via notamment des certifications MAS, on a besoin de sortir des indicateurs, des graphiques dans tous les sens, etc. Aujourd'hui, nous, un manager chez nous, c'est en instantané, sans passer par le service QHSE, qu'aujourd'hui, qui est en avance sur ses objectifs individuels sécurité, qui est en retard, quels sont les bons d'heure qui sont collectés ou pas, etc., etc. Donc, ce qui permet aujourd'hui, et sur de l'analyse de données, alors, ça reste simple et sommaire, mais bon, après, via des imports Excel, nous, on arrive effectivement aujourd'hui à sortir des beaux graphiques plus complexes peut-être que ce que l'appli peut proposer. Mais en traitement de données premier, il y a aussi vraiment l'exploitation de la donnée quand même. Et puis, il y a le fait aussi d'arriver à contrôler, d'apporter de la qualité de la donnée, puisque on évite d'avoir tous les audits, toutes les causeries la semaine avant le contrôle, mais de les avoir étalés un petit peu tout au long de l'année pour pouvoir challenger et manager tous ces sujets. Donc, c'est les points clés. Voilà les cas concrets qu'on voulait vous partager pour vous projeter sur des sujets réels qui sont honorés par ces technos-là. J'espère que ça a permis de répondre au plus de questions que vous aviez sur les capacités de ces outils. Et votre dispo pour être dans le quart d'heure des 10 minutes prévues au départ et demandé au départ pour arriver à répondre à vos questions. Merci beaucoup à vous deux. C'était très, très intéressant. Et puis la partie justement démo, je pense que ça permet aussi de visualiser le type d'applicatif qu'on peut créer. Quand on a préparé d'ailleurs avec Luc ensemble la présentation, moi je m'interrogeais aussi entre autres sur la manière on voit apparaître par exemple des solutions d'ERP en low-code, no-code. On avait parlé un petit peu ensemble, Luc. Il se trouve que quelques temps après, j'ai rencontré Arnaud Ordocuy, qui est donc qui est aussi dans la conférence. Et ce qu'on voit, alors je vais pas parler à la place d'Arnaud, bien sûr, mais je vous invite peut-être à le contacter aussi après. Mais ce qui est vraiment bluffant dans ce type d'applicatif, c'est que en fait, c'est pas on peut aller très très loin et on peut aller très très vite et très très loin et créer en fait vraiment un imbriquement de mini-fonctionnalités pour constituer un véritable applicatif opérationnel et consistant, si on peut dire. En fait, on part avec ces technos pour compléter ce que tu dis, Pierre-Antoine, on part sur le côté smartphone dont je parlais tout à l'heure. Ce qui fait qu'on est satisfait de notre smartphone, c'est les 20 applications qu'on a dedans. Et si on change de sport ou de région, on change pas le smartphone, on change l'appli en question. L'écosystème le SI de l'entreprise demain doit être un écosystème aussi pour utiliser ce même fonctionnement, ce même déroulé d'écosystèmes d'outils. Et quand j'ai un besoin de changement, je change pas mon ERP monolithique où il y a tout dedans, mais je vais changer la fonctionnalité qui est nécessaire. Et donc il y avait un point là dans la discussion, il y a eu plusieurs réactions, notamment sur la partie Shadow IT. Bon, tu as répondu à la partie, on va dire, urbanisation et comment est-ce qu'on peut justement documenter ces applicatifs-là. Concrètement, en fait, comment est-ce qu'on évite au maximum de générer, je pense que c'est ce qui effraie le plus, en fait, c'est de générer du Shadow IT derrière, potentiellement. De façon assez simple sur le côté Shadow IT, c'est la nature n'aime pas le vide et les utilisateurs non plus. Du coup, si on prévoit rien, ils vont faire du Shadow IT dans tous les sens. Donc, si on met en place un système qui permet de pouvoir répondre aux problématiques métiers et de leur permettre quelque part d'apporter des premières réponses en autonomie parce qu'on a mis en place une brique, no code qui permet de le faire, tout de suite ça calme beaucoup le Shadow IT. Le fait d'interdire en fait aujourd'hui ne marche pas. On le voit bien dans nos entreprises, dans nos maisons, l'interdiction aujourd'hui n'est plus tellement tendance et de toute façon n'est plus suivie. Donc ce qu'il faut c'est pas interdire, c'est encadrer. Et encadrer c'est mettre à dispo des technos qui permettent du coup d'accompagner les demandes. C'est dans ce cadre-là en fait, c'est orienté. C'est plus créer ce terrain de jeu dont je parlais tout à l'heure. Il y avait une réaction de... non, je n'ai pas vu. C'était Grégory, pardon. Grégory, à toi.
Oui, je veux bien juste apporter un témoignage. Déjà, merci pour la présentation. Puisque nous, on est une entreprise à la base de développeurs et de codeurs. Et on a choisi cette année justement de diversifier un peu nos activités et on s'est lancé sur le low-code no-code. Donc déjà, je confirme qu'il y a un marché, sur une période de 6 mois. On a eu 100% de taux de transformation sur tous les sujets qu'on a souhaité adresser en low-code no-code, soit chez des clients, soit chez des prospects. Et ce n'est pas incompatible avec le fait de continuer à faire du code. Ça, je tiens aussi à le dire. Vraiment, les deux sont totalement compatibles. Nous, on a pris un parti un petit peu différent, justement, par rapport au Shadow IT. C'est-à-dire qu'on va proposer ce service au DSI. Et on essaye d'impliquer les DSI dans le fait d'aller faire la promotion justement du low-code, no-code auprès des directions métiers, parce que la problématique qu'on a, c'est que nous, 100% de nos clients sont des DSI. On peut pas se permettre d'aller voir leur métier sans eux, ou en tout cas sans les avoir impliqués. Et le taux de transfo dont je vous parlais sont des projets qu'on a gagnés main dans la main avec la DSI et la direction métier qui était impliquée. Et dans les cas d'usage, et ça rejoint de ce que j'ai compris le cas d'usage qui a été présenté, on est beaucoup dans des cas d'usage liés à des workflows de validation, qui permettent via des applications très rapides de simplifier et de développer quelque chose. Alors pas de développer, je sais pas si c'est le bon terme, mais je vais quand même l'employer, de développer quelque chose d'assez rapidement. Donc oui, il y a un marché, pas du tout incompatible avec le développement, et le développement n'est pas mort à mon sens. Et le Shadow IT peut être géré aussi très bien avec du low-code no-code. Le code no code est un outil au service des DSI. Et c'est comme ça qu'il se déploie en fait. C'est comme ça qu'il a de la pertinence. C'est qu'il est complémentaire. C'était l'objet de la présentation dès le départ, de dire que c'est complémentaire avec toutes les technologies en place. Et c'est un outil qui est au service des DSI pour pouvoir mieux répondre aux demandes des équipes métiers, libérer de la bande passante et cadrer l'ensemble des demandes. C'est supprimer le goulot d'étranglement. Donc évidemment, tout se fait main dans la main et c'est la capacité justement du no-code de réunir le côté DSI et le côté métier ensemble pour co-créer. C'est ça la pertinence de ces technos. J'ai pas vu s'il y avait eu d'autres questions, Pierre-Antoine. Est-ce que tu avais gardé le lead là-dessus? Non, j'en ai pas vu d'autres, donc n'hésitez pas à en poser. J'en avais une aussi, tu sais, on l'avait un petit peu évoqué, parce que mine de rien, alors sur du no-code, c'est peut-être un peu plus facile à appréhender, mais sur du low-code, il y a une petite part de code, comme ça l'indique. Mais et du coup là, on se posait la question, comment est-ce qu'on vient à former soit nos collaborateurs, donc un peu en façon de formation continue. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de formation pour pouvoir les mettre à l'ouvrage et puis aussi en formation initiale, en fait, on voit parfois apparaître aussi des intitulés de formation développeurs low code, no code, etc. Et donc là, c'est là où on discutait un petit peu ensemble avec Luc. Est-ce que c'est fondé ou pas? Est-ce que demain, en formation initiale, on sera plutôt sur des briques complémentaires de formation initiale de développeurs où on leur apprend également à coder, etc. Enfin, voilà, peut-être un petit échange, si on peut l'avoir là-dessus. Là-dessus, sur le côté formation, alors tu as les deux réponses. Déjà, évidemment, dans les process de développeurs aujourd'hui, dans les écoles de développeurs, ils abordent le no-code. Et ça, c'est fondamental parce que c'est un atout pour aller plus vite sur des besoins qui ne nécessitent pas de développer avec du code classique. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième, c'est qu'il y a des écoles spécialisées qui pullulent partout sur le no-code. Alors beaucoup portés soit par des éditeurs, soit sur des côtés pseudo-généralistes. Il y a beaucoup de repositionnement aussi de carrière des personnes qui se repositionnent là-dessus. Et en fait, on va, alors sur le no-code, oui, sur le low-code, ça restera les technos pour les ingés et les devs. Ça sera compliqué d'aller en low-code sans avoir aucune connaissance. Ça nécessitera forcément une formation. Mais on développe en no-code et oui, il y a des formations sur ces sujets. Il y a besoin, en effet, de former les métiers. Mais une fois que la DSI a choisi un petit peu sa techno et son no-code et le format qu'elle veut déployer, la première chose facile, c'est de former les métiers déjà sur cette techno et progressivement, en fait,
chacun va se positionner dessus. Un des points qu'on n'a pas revu tout à l'heure et dans les questions qui étaient passées aussi dans le chat, c'était le délai. L'application telle que Orem, ça s'est fait en 2-3 mois de mémoire. Donc c'est aussi des délais très rapides de mise en œuvre. Comme on est en co-création, on postpone complètement ce côté effet tunnel qui fait que quand on a livré l'application, faut refaire un avenant pour remodifier tout ce qui n'a pas été prévu dès le départ. Donc c'est important. Arnaud a raison, il y a une grosse communauté autour des outils et des stacks d'outils. Donc ça permet, et il y a un autre point aussi, c'est que la formation elle peut aussi se faire en ligne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formations dans les MOOC et dans les dispos qui permettent d'appréhender et de globaliser un petit peu tous ces sujets. Alors sur Power Apps, il y a, ça c'est le choix plus de Microsoft, mais on connaît tous le talent de Microsoft sur tous ces sujets, c'est de faire des formations au métier pour les rendre autonomes. Donc il y a les deux modèles sur la formation, formation continue et qui seront dans les process de tous les nouveaux ingénieurs et développeurs, et formation après continue pour tous les collaborateurs qui auront l'appétence, qui auront l'envie de découvrir et de participer. Je suis navré, j'avais pas vu dans l'onglet questions-réponses, il y a beaucoup de questions. Il y a, par exemple, y a-t-il des limites en termes de nombre d'utilisateurs, de fonctionnalités, de connexion OSI, fréquence d'utilisation? Donc il y a Arnaud qui a déjà apporté un petit commentaire. Peut-être si tu as des réponses aussi, puisque ça peut dépendre potentiellement des plateformes. Ça dépend en l'occurrence, en effet, des plateformes qui sont mises. Aujourd'hui, non, il n'y a pas tellement de limites. Là, on est sur un cas d'un industriel où il y a 4000 utilisateurs connectés dessus. Donc c'est pas, entre guillemets, c'est pas un sujet. Aujourd'hui, on est vraiment sur des applicatifs de production. Donc il n'y a pas de limite connue sur ces sujets-là. Et ça dépend encore une fois, quand on veut faire une application en full dev avec un volume important d'utilisateurs, on va dimensionner l'application en conséquence. Là c'est pareil, il y a des applications de code qui vont répondre ou pas en fonction du besoin. Mais c'est pas un critère discriminant en l'occurrence. Et quel est le support du DSI dans le développement d'appli no-code, low-code? Ça, ouais, j'ai pas vu non plus. Le support, alors très simple, ça dépend du contexte qui est mis en place. Sur le côté low-code, no-code, ce qui compte, c'est le cadrage initial par la SI du jardin dont je parlais au départ. Donc le premier support du DSI, c'est le cadrage du terrain de jeu qu'auront les équipes métiers. Après, il y a deux options. Soit il y a un partenaire en place qui peut accompagner les métiers en collaboration avec le DSI pour pouvoir mettre en œuvre et quelque part faire des feedbacks au DSI pour lui faire gagner du temps dans la mise en œuvre. Ça, c'est le premier sujet. Du coup, le support est géré par partenaire, soit le support du DSI est d'accompagner l'équipe métier dans leur développement d'applicatifs. Donc, il y a les deux différents sujets. Et peut-on faire du no-code en piochant dans les données de l'entreprise du SI? Alors ça, c'est un sujet clé. Ça dépend de l'ouverture de ces dites données. Souvent, ce que l'on fait, c'est que il y a une partie des données qui est ouverte au choix du DSI de se dire ok, et de la direction de se dire ces données-là, on peut jouer avec entre guillemets et du coup, on va les ouvrir pour que les métiers puissent travailler dessus. Mais à un moment donné, faut pas se cacher derrière un arbre. Hein. Les tableaux Excel qui pullulent dans les boîtes, ils sont blindés de données stratégiques de l'entreprise qui ont rien à y faire. Donc c'est aussi l'intérêt de ces outils. Puis avec oui, ça je confirme ça. On en trouve encore, non, on en trouve tout le temps en fait. Donc ça c'est très important d'arriver à cadrer ces sujets et le no-code, le code permet d'y répondre pour le coup. J'ai pas vu s'il y avait eu d'autres questions. S'il y avait une version. Il y a une remarque. Moi, je fais typiquement juste un micro-exemple, mais moi, pour pouvoir fonctionner, ma responsable QHSE avait besoin d'avoir l'accès à des données RH précieuses concernant des collaborateurs dans notre ERP. Aujourd'hui, elle travaille que sur l'interface administrateur qui va récupérer directement les données sensibles du collaborateur. Donc, avant, elle avait juste besoin de 2-3 informations de la fiche collab qui aujourd'hui lui sont amenées directement. Mais avant, pour le coup, pour qu'elle puisse avoir ces informations, on lui donnait accès à des données normalement qui sont confidentielles et qui doivent rester au service RH, au service pays, quoi. Ce qui est un peu sensible. Il y a aussi donc une remarque de Laurent. Merci Laurent pour ton analyse. C'est vrai que
finalement, ça questionne aussi beaucoup sur le rôle de la DSI, c'est-à-dire les DSI, s'ils acceptent de passer et de promouvoir un petit peu les solutions low-code, no-code, ben, en fait, ça questionne sur le rôle de la DSI en tant que, je vais dire proposeur, le terme n'existe pas, offreur de solutions et de services, et en l'occurrence de ces services-là, et de pouvoir peut-être mettre justement à niveau les collaborateurs qui souhaiteraient les collaborateurs métiers qui souhaiteraient œuvrer et créer leurs propres applicatifs. Bah, J'aurais juste une petite question. C'est juste histoire de bien être clair dans ma tête. L'application que vous veniez de nous présenter, c'est en no-code, en low-code ou en no-code, low-code? C'est en no. Alors celle-ci est pour l'instant complètement en no-code et il y a des évolutions en cours qui seront en no-code, low-code. Et on peut faire les deux en même temps? Ouais. Oui, puisque l'idée, c'est que les outils no-code peuvent permettre justement de mettre du low-code à l'intérieur. C'est tout l'intérêt. C'est de jouer en fait sur le meilleur des deux mondes et d'arriver à compléter des sujets en fait, on peut aussi aller plus vite à faire certaines fonctionnalités en low-code et du coup de combiner les deux sujets dans le même environnement. Et ça dépend des technos qui le permettent ou pas. D'accord, merci. Oui, pour revenir juste sur ce que disait Pierre-Antoine, oui, Laurent Salabert, je pense qu'effectivement, ça c'est un mouvement profond et qu'on ne pourra pas changer en fait, toutes les technologies low-code, no-code. Ce que vous avez cité, Luc, effectivement, on voit bien que le Covid a transformé vraiment, mais drastiquement, la façon dont aujourd'hui les entreprises ont besoin de réagir vis-à-vis de leur environnement. Et c'est pas fini. La succession on est dans un monde vraiment incertain et complexe. Ce qui est vraiment fondamental, je pense, il n'est pas possible pour les DSI de résister à ce mouvement. C'est pas possible. La meilleure chose à faire, effectivement, c'est plutôt de bien comprendre comment ces technologies peuvent s'articuler vis-à-vis du business et surtout quels sont les principaux avantages et les limites. Par exemple, avec des plateformes low-code, il ne s'agit pas de réinventer ce que fait un ERP. On n'est pas sur, effectivement, l'articulation entre des modules fonctionnels très poussés et des transactions assez complexes. Par contre, on est vraiment, c'est ce que je trouve intéressant ce que disait Bénédicte, on est vraiment pour apporter de la valeur sur le terrain. J'ai eu l'expérience pour mettre en place, effectivement, sur des technologies de ce type, des saisies de formulaires QHSE pour des personnes qui faisaient des révisions qualité dans des usines. Bon, ben on sait mesurer très vite le retour sur investissement. Très vite. C'est ce que vous dites. Et puis, on rentre dans un cercle vertueux qui est la maîtrise du cycle complet de l'information. Et ça, à l'heure où les entreprises développent de plus en plus de services à valeur ajoutée autour de la data, pour réinventer un peu l'expérience client, c'est majeur. Voilà. Donc, effectivement, les DSI doivent s'inscrire là-dedans et puis, se questionner, se réinventer. C'est une belle opportunité pour les DSI, parce qu'à un moment donné, en effet, là, Laurent a raison. Enfin, je crois que la lutte est vaine, entre guillemets, parce que de toute façon, les technos étant ouvertes, elles seront comme le tableau Excel. C'est que de toute façon, les personnes vont les faire. Et qu'aujourd'hui, la meilleure solution pour contrôler Shadow IT, pour contrôler sa qualité de delivery de service, parce qu'on est tous au service de l'entreprise et donc du collectif, c'est de mettre en place ces outils qui permettent d'y répondre. Et là, c'est une chance pour les DSI d'avoir ces outils qui arrivent, parce que, faut le voir positivement, hein, ça les soulage de plein de demandes qui sont pas d'une pertinence folle et qui en tout cas sont pas stratégiques par rapport aux autres demandes qu'ils ont, et qu'au lieu de faire gronder un peu le mécontentement interne parce que toutes ces demandes annexes ne sont pas honorées, là au contraire de mettre en place un outil qui permet de jouer là-dessus, ça permet de répondre aux problématiques pour une grosse partie. Et du coup, tout le monde est content. Les métiers ont plus de réponses, le DSI est plus soulagé par rapport au volume de demandes, et on fait mûrir et grandir l'innovation en interne, et du coup les technos, on accompagne. Il faut que le DSI accompagne et se serve de ces technos pour valoriser sa fonction et son métier dans la dynamique globale de l'entreprise. C'est vraiment, on pourrait en discuter plein d'heures, Luc, et autour d'une bonne bière, parce qu'il ne faut jamais oublier, effectivement, que avec modération, bien évidemment, il ne faut jamais bien oublier que dans ce monde où on gère l'information, métier et IT sont business partners à 50-50. Et ça, le low-code est vraiment une façon de rééquilibrer cette relation-là. Alors que ça a été souvent, effectivement, par défaut, effectivement, un peu dans
Voilà, dans la zone de l'IT, quoi. Mm. L'information, c'est le patrimoine de l'entreprise. Les managers sont responsables de piloter efficacement leurs ressources. L'information en fait partie. Et la DSI doit les aider. C'est ça. C'était l'introduction sur le fait qu'on est sur justement ces deux mondes qui convergent pour l'intérêt global de l'entreprise. Merci beaucoup pour ces échanges débats. Je pense qu'effectivement, on pourrait en continuer encore un petit peu, mais à chaque fois, on s'engage à essayer de respecter à peu près l'heure. Ce que je vous propose, donc, on va s'arrêter là. Néanmoins, il y a eu beaucoup de questions entre-temps, notamment à partir de 9h44, donc c'était un peu compliqué de pouvoir y répondre. Donc, ce que je vous propose de faire, en fait, on va les reprendre, notamment avec Luc, et puis apporter peut-être une petite note des questions-réponses, mais qui seront pour le coup apportées de manière écrite. Ouais. Et puis, vous pourrez écouter un petit extrait aussi, donc, de ce café virtuel en format podcast très rapidement, très prochainement. Et abonnez-vous à toutes les plateformes. Enfin, faites tout pour vous abonner sur tout ce que vous voulez. Et un grand merci en tout cas à tous. Merci beaucoup Bénédicte, merci beaucoup Luc. Merci pour votre accueil. Merci pour votre accueil. C'était cool. Très belle journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Tout smart.